Dans ce développement qui axé sur la thématique chronique d'une défaite annoncée, je voudrais m'attaquer modestement à l'idée de réforme. La réforme, en tant que catégorie sémantique, je pense qu'elle renvoie à l'idée qu'il faut la décomposer, ce serait reformer. Se reformer, en fait, forme, il y a une forme qui serait préexistence, puis on reforme ce qui, en fait, quelque part, n'a plus. On lui donne une nouvelle forme. C'est reformer ce qui, en fait, n'a plus de forme. Il s'agit d'une reconstruction, d'un réaménagement. On présuppose qu'il y a une défaillance, on présuppose qu'il y a un vice, on présuppose qu'il y a une pathologie. Et, et on doit mettre fin à ce processus de peut-être à ce processus qui est en fin de compte assez néfaste. Donc on réforme parce que des dysfonctionnements sont manifestes et qu'il faut arrêter cela, qu'il faut proposer autre chose. Réformer, mais dans quel contexte? On réforme dans un contexte où il n'est pas question d'apporter quelque chose de réellement nouveau. On réforme par rapport à ce qui, en fait, on suppose qu'il y a une situation, on présuppose qu'il y a une situation particulière, plutôt particulièrement difficile, et qu'il faut, la réforme qu'on va apporter, c'est de réduire, c'est dans le sens de, comme on dit, utiliser, avoir une meilleure utilisation, meilleure synergie, ce terme de synergie, il y a le terme de rationalisation. On va dire qu'on va apporter de la rationalisation dans la gestion d'un certain nombre donc on va fermer, on va arrêter certaines dépenses, on va les comprimer. La réforme, si on dit la réforme des retraites, ce n'est pas dans le sens où un sens progressiste ou un sens ouvert, c'est plutôt dans un sens de rallonger l'âge de départ à la retraite. Parce que il y a un problème de comment dire, de trouver il y a un problème par rapport à la baisse de cotisation, etc., etc. Donc réformer, ça va dans le sens de restreindre. Actuellement, ça va apporter de la contrainte et non pas apporter des droits nouveaux, apporter des acquis nouveaux. C'est à l'intérieur de ce qui existe déjà qu'on essaie de travailler. S'il faut avoir, si on a une sorte de d'acquis, un acquis qui lui est là depuis des années, cet acquis-là devient un objet à discussion, un objet à négociation, et ce n'est pas dans le sens du renforcement de l'acquis, mais dans le sens de presque arriver à le faire disparaître, ou alors à le rendre tellement peu opérant qui finit par disparaître de lui-même. À partir du moment où, si on parle de chronique, si on parle de la défaite, il ne s'agit pas de la défaite du camp conservateur, il s'agit plutôt de parler de la défaite du camp qui se réclame de la
camp du changement. C'est être toujours sous cette domination de la gauche ne veut rien dire. C'est les forces du changement. Le changement entendu comme un changement qui est contre la conservation, contre le maintien du statu quo. Si on fait profession d'acteurs du changement et qu'en fait on fasse tout pour que le changement ait l'aspect d'une régression, ce n'est plus du changement, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas apporter un mieux, c'est enlever, c'est restreindre, c'est dépouiller. Il s'agit même de dépouiller. Et alors, il y a un mot que j'avais utilisé dans une autre impro, et je parlais de réenchantement. Quand Hollande a parlé dans son livre, écrit par lui-même ou par un nègre, peu importe, quand a parlé de rêve, c'est cette capacité à créer du réenchantement. Quel homme du changement est-il encore capable de créer le réenchantement, de réenchanter le réel, de proposer autre chose que la simple adaptation à la réalité économique, etc., la réalité du monde. Là, le discours, quel est ce discours qui tranche, qui est un discours qui n'accepte pas les cadres fixés, qu'ils soient économiques, sociaux, nationaux, rapports de force. Il n'est pas... où elle est la rupture? Parce que là aussi, dans notre impro, je parle de rupture. Et où elle est la différence? Où se situe la spécificité d'un homme du changement, c'est réclamant du changement? Il est quoi par rapport à un autre qui serait du camp conservateur? Il va être un homme qui va dire aujourd'hui je suis prêt à donner 2% au budget de la défense, j'ajoute 2%, l'homme conservateur va lui dire moi c'est 4%, c'est 3,5%, ça sera juste à ce niveau-là, un peu plus, et ne pas dire l'armée est une institution qu'il faut penser à abolir, en quelque part un système à créer, et que l'armée ne doit plus avoir cette pérennisation, qu'on ne fasse pas appel. Évidemment, si on abolit l'armée pour instaurer un autre type d'embrigadement, un autre type d'organisation militaire, ce n'est pas la peine, mais c'est de dire qu'on veut rompre avec tout le système qui quelque part serait prêt à donner de la violence, dire la violence légitime, la violence d'État. Si on n'accepte pas la violence individuelle ou la violence de groupe, on ne doit pas non plus accepter la violence des États. C'est en restant dans les mêmes cadres constitutionnels ou les cadres symboliques qu'on ne voit pas la différence entre les deux camps. Donc si l'homme du changement va dire « moi, le budget de la culture il est prioritaire », tout en... il ne faut jamais oublier que le budget de la culture est un budget qui est important pour les acteurs culturels, mais qui est un budget qui reste un budget marginal. Je ne sais pas, si par exemple le homme du changement va dire « moi je suis prêt à l'amener jusqu'à 1%, budget global », et que l'homme du conservateur va dire « moi c'est 0,6 ». Voilà la différence, 0,4%. Ce n'est pas dire, moi je suis prêt à mettre 5%, j'enlève 5% du budget de l'armée et je mets ces 5%, je les ajoute au budget de la culture. Et à ce moment-là, moi je mettrai la culture au-dessus de la défense. Non, ce n'est pas du délire, c'est introduire des ruptures, avoir des éléments
d'identité, d'identification bien précis pour que chacun repère le camp auquel il voudrait s'affilier, qu'il n'y ait pas de confusion. Si par exemple un homme du changement, dit du changement, a tendance à s'approprier même les mesures les plus radicales du camp le plus radical et qu'il les fait siennes, elle est où la différence? Nous avons un problème qui est, heureusement qu'on n'a pas ce problème qui serait encore plus dangereux, celui de l'homme charismatique qui serait dans une sorte de Gaulle bis, qui lui a fait sa propre, grâce au statut qu'il avait, a pu réaliser sa propre constitution, la cinquième qui continue toujours de nous gouverner. Si on n'a pas de, s'il n'y a pas de risque de voir en un quelconque homme politique actuel l'homme quelque part qui serait à même d'amener les foules derrière lui parce qu'il aurait une aura bien particulière, un charisme, mettons de côté, entre parenthèses, l'épisode Mélenchon. Donc il y aurait un charisme tel, celui qui a assisté au rassemblement de Mélenchon peut avoir une idée proche de ce qu'est un homme qui peut être, à un moment donné, qui peut correspondre à cet homme dangereux, mais nécessaire, je ne sais pas, un homme qui peut galvaniser les foules. Il est évident que ce n'est pas le problème. Mais avoir des hommes qui, normalement, au lieu d'être porteurs d'une vision qui serait une vision qui serait au-delà de leur destin personnel, nous avons besoin des gens qui s'inscrivent dans un projet qui ne serait pas à leur service. Ils doivent être au service du projet et non pas l'inverse. Si nous avons quelqu'un qui propose des mesures tout en ayant dans sa perspective, dans son regard lointain, il a l'idée que dans quelques années, cela l'aidera à avoir une légitimité. Ce sont ces mesures-là qui vont créer pour lui de la légitimité pour prétendre à la place suprême. Donc, ça n'est pas là pour servir, il est là pour être servi, parce que c'est son destin personnel à travers les mesures qu'il prend, des mesures graves, très graves, extraordinairement graves, un changement radical. Ce n'est pas seulement les principes, on est au-delà des principes qui ont été piétinés, on est carrément dans la transgression, c'est la transgression comme un mode de gouvernement. On transgresse tout ce qui fait l'identité, tout ce qui fait les valeurs, là encore, avec précaution, parce que les valeurs, c'est des choses qui sont là, non, l'homme de changement, il n'a pas peur du changement, même, il n'a pas peur d'apporter de la contradiction. Quand on parle de valeurs, c'est comme si on était un peu déjà dans un certain conservatisme. Non, c'est juste des repères. On va dire, je peux négocier avec toi sur mes repères, mais à partir du moment où on ne va pas sur le terrain de l'autre. C'est-à-dire que je peux discuter, introduire de la variabilité, introduire du changement, mais qu'on reste soi-même. Le changement qui amène à changer d'identité, à changer à changer carrément presque d'appartenance, à changer d'orientation, à changer de projet. Ces choses-là qui sont le changement de projet sont
à partir du moment où on est parti, donc 2017, on a encore le destin d'une personne qui prime sur tout. En 2021, on a une personne qui attend. Et c'est comme si les forces du changement sont là pour produire des destins individuels et non pas pour produire un projet de société qui serait comment dire, qui lui serait à la base, qui serait derrière toutes les initiatives, un projet, des idées et une vision. Et il y avait cette histoire des promesses de 81, laissant une proposition. Ça m'a fait penser, à un moment donné, les propositions, c'est comme la marche sur Rome. Il y avait dans le programme fasciste, il y avait 10 propositions phares. Et donc, le réalisateur s'est amusé, durant la marche, en fait, à aller voir, à voir le programme fasciste être bafoué mesure par mesure. En arrivant à Rome, les chemises noires, les chemises brunes, non, en fait, sont arrivées, elles ont réussi leur marche, mais le programme, mais ce pourquoi ils ont marché, il n'était plus à l'ordre du jour. Donc, fondamentalement, le projet doit être respecté. Bien sûr, il y a le projet, après il y a la réalité. Quand on a en charge une nation, un peuple, un pays, on doit obligatoirement prendre en compte tous les habitants. Ce n'est pas parce qu'on a été élu par 51, 50 et quelques qu'on doit oublier les 49 et quelques restants. Non, mais tout le monde, tous les votants, tous les électeurs savent reconnaître une victoire et une défaite. Une victoire, ça veut dire la victoire d'un projet, et non pas la victoire d'un homme. L'homme n'est qu'un porte-parole, n'est qu'un médiateur. La victoire d'un projet, il y a à mettre en place le projet, il y a peut-être à l'adapter, mais pas sur le fondamental, pas sur le principal. Il y a peut-être à l'adapter sur les points secondaires, sur les marges, à l'adapter. Si on estime qu'il y a des arbitrages budgétaires à faire en faveur de telle ou telle catégorie de la population, en effet, on est là pour faire des choix. Évidemment, des choix discriminants. Il y a un côté discriminant dans la politique. Il n'y a pas un côté consensuel. Parce que l'autre camp, il n'accepte pas cette idée de la consensualité. Il est là pour appliquer son programme. D'autant plus que ce même camp, il se voit toujours comme porteur de la légitimité. C'est lui-même, tout seul, qui doit exercer le pouvoir et rien d'autre. Il ne doit pas le partager ni avec les sociaux-libéraux, ni avec personne d'autre. Peu importe si on adopte des mesures qui ont été proposées, soutenues par lui-même, ce n'est pas ça. Lui, il a une vision bien claire, bien articulée, une vision pérenne, et non pas une vision sujette à modification, à correction, une vision pérenne de sa propre trajectoire, sa propre destinée. Et ces valeurs sont des valeurs qui sont permanentes. Quand on passe son temps à transgresser, à faire des sorties, à vouloir, à ne pas garder le lien avec ceux qui, en fait, qui vous ont choisi, il n'y a pas de mots pour décrire il n'y a pas de mots pour décrire cela. Il y a à croire qu'il y a une classe politique
qui prend à un moment donné la couleur, une certaine couleur, mais qu'en fait c'est toujours la même classe. Il faut croire qu'il y a des gens, il y a des électeurs qui ne sont là que pour permettre à des gens bien particuliers, issus d'une classe sociale ou des gens, des élites formées par l'État, pour permettre à l'État de se perpétuer, pour permettre à l'État de continuer d'exister, de continuer d'avoir la légitimité de ces institutions. C'est si le camp conservateur légitime sa prétention au pouvoir, il n'y a pas des forces de changement un devoir de délégitimation. Le pouvoir, les institutions héritées doivent être amenées, doivent être contestées. Elles doivent évoluer. Si ceux qui appellent à la 6e République ne réussissent pas, c'est bien la preuve qu'on est encore on est gouverné par des gens qui ne sont pas le camp du changement. La 6e République, ou peu importe, il y a de nouvelles modifications, de nouveaux rapports à introduire. L'idée, ce serait quelque chose qui ne serait pas obligatoirement de perpétuer ce système de représentation, ce système de délégation de pouvoir. Il faudrait trouver un moyen d'avoir une gestion plus participative. L'idée, ce serait que de permettre à plus de citoyens de s'engager, d'avoir leur mot à dire, tout en sachant que cela est difficile et que la démocratie directe est plutôt une utopie, mais que c'est un objectif ultime de la politique. Ça doit nous guider. Et non pas si la 6e République doit enlever du pouvoir au président pour le donner à l'Assemblée, c'est toujours le pouvoir maintenir le pouvoir entre les mains d'une minorité. Mais il y a introduire une certaine défiance vis-à-vis du pouvoir lui-même, introduire le pouvoir, comme on disait, le pouvoir absolu corrompt absolument, le pouvoir tout court est en fait un exercice est un exercice difficile, est un exercice qui demande à ce que la personne le conçoive, qu'il soit conçu comme une charge et non pas comme un privilège, comme une charge lourde, comme une responsabilité et non pas comme un privilège, comme l'octroi d'un pouvoir sur l'autre, etc., etc. Donc, pour revenir sur l'idée de réforme, la réforme en tant que moyen d'adaptation à un réel contraignant, un réel en crise, ce n'est pas exactement l'idée qu'on se fait des forces du changement. Les forces du changement doivent être conscientes de leur capacité à faire face, à combattre le réel. Même un réel vraiment très, très, très difficile, garder l'idée que le réel est aussi domptable. Nous devons nous penser comme capables d'orienter les choses, d'apporter. Nous ne sommes pas les sujets de forces économiques, de groupes de pression ou de monopole. Nous pouvons créer les conditions de l'émancipation et de la reprise de contrôle. Une gestion des choses. Si on décide qu'il y a des choses à maintenir, même si leur rendement, même si le point de vue économique dit que c'est un non-sens, même s'il y a un non-sens économique, si le maintien est d'une utilité sociale bien évidente, on maintient contre contre le bon sens économique. La rentabilité ne doit pas être
Sinon, fondamentalement, la, la, la mise à l'écart de population, la mise à l'écart de, de groupes entiers va continuer. C'est une société qui fonctionne avec des gens qui ont les moyens, qui fonctionnera avec des gens qui ont les moyens de se sentir pleinement acteurs de ce système et des gens qui vont rester toujours extérieurs, des gens marginalisés, encore et toujours plus marginalisés. Et alors, ce sera peut-être euh, l'occasion d'un développement ultérieur. Comment en fait créer créer du consensuel, comment lutter contre l'émergence de nouvelles marginalités, comment créer les conditions d'une vision territoriale, d'une vision sociale cohérente, inclusive.